développer la première des remarques qui nous fut à nouveau faite, portée sur les retours. Comment motiver les citoyens s'il y a une absence de retour de façon quasiment certaine de ce type de débat. Donc ça nous engage aussi, je parle pour nos organisations. Est-ce que je confie la responsabilité de la prise de parole suivante à mon bras de gauche? Oui. Vous êtes prêts? Je mets une couche d'exigence supplémentaire que je n'ai pas assez exigé de Loïc. Ce serait bien de revenir sur les propositions de Nantes, Marseille et Paris. Et de toute façon, il y aura un deuxième tour de parole de Loïc, donc là, je n'y échappera pas. J'aimerais bien que vous preniez au moins une ou deux propositions les uns les autres pour nous dire pourquoi vous les trouvez bien, au contraire, objectivement, pas réalistes. On y va? Merci. Donc j'ai trouvé très riche les comptes rendus des trois villes. Cependant, ma lecture avait très mal commencé, parce que j'ai commencé par le compte rendu de l'atelier de Paris, et le premier verbe que j'ai croisé, c'était le verbe endiguer, puisque l'intitulé de l'atelier numéro 1 était « Haine sur Internet, les citoyens peuvent-ils endiguer ce phénomène ?» Et la réflexion que ça m'a provoqué, c'était de penser que dans le monde, alors en particulier en Amérique et en Asie, mais beaucoup moins en Europe, le développement de l'informatique, le développement des réseaux, le développement du web est vu par tout un tas de gens comme des opportunités merveilleuses. Alors c'est vu par des associations, des mouvements politiques comme une manière de pouvoir enfin s'exprimer, de pouvoir enfin connaître leur point de vue, de pouvoir enfin s'organiser à plus large échelle. C'est bien entendu vu par les entreprises comme un moyen de développer leur marché, de conquérir de nouveaux marchés, etc. Mais c'est également vu, par exemple, comme des gens qui n'ont pas, accès à une éducation de haut niveau, de qualité, comme un moyen d'accéder à cette connaissance. Alors, je vais vous raconter une très belle histoire qui n'est pas du tout représentative, mais vous savez qu'il y a des cours en ligne qui sont proposés aujourd'hui par tout un tas d'universités dans le monde, et vous savez qu'il y a un adolescent qui est passé son bac à 15 ans, en Mongolie extérieure, et qui a suivi un cours dans je ne sais plus quelle université américaine, un cours en ligne. Comme il a majoré et il a eu la meilleure note à ce cours, et bien cette université lui a offert une bourse qui lui a permis de continuer ses études dans une des meilleures universités du monde. Alors c'est une belle histoire qui fait pleurer dans les chaumières, qui vous attendrit, mais il faut aussi comprendre qu'elle, même si elle n'est pas représentative, elle porte aussi un certain espoir. Et puis, à l'inverse de ça, en Europe, on entend qu'il faut défendre les petits libraires contre les méchants Amazon. Notre ministre de l'Éducation nationale disait qu'il fallait enseigner aux enfants les dangers d'Internet. Et on a une perception d'Internet, par exemple, comme si c'était une espèce de malédiction, comme si c'était une espèce de nuage de criquet qui nous était arrivé dessus, et il faut qu'on endigue, il faut qu'on protège, il faut qu'on défende. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que c'est nous qui avons inventé Internet, c'est nous qui avons inventé le web, c'est nous qui avons fabriqué les ordinateurs, et donc ce n'est pas une fatalité qui nous est arrivée. Alors peut-être individuellement, c'est pas moi qui ai inventé Internet, c'est pas moi qui ai inventé le web, mais en tout cas, en tant que groupe humain, c'est nous qui avons fait ce choix de pouvoir communiquer plus vite, de pouvoir communiquer mieux, avec toutes les dérives que ça comporte. Alors après, j'ai été beaucoup plus optimiste en lisant la suite du compte rendu de Paris, puisqu'il y a une proposition positive, qui est la proposition non pas d'endiguer les propos haineux, mais de construire un contre-discours, c'est-à-dire non pas de se protéger, non pas de bloquer les sites. Vous savez, en France, à chaque problème, on bloque un site, et une fois que tous les sites sont bloqués, sans doute tous les problèmes auront disparu. Mais non pas de moins communiquer, non pas de bloquer de l'information, mais au contraire en ajouter, et de non pas se protéger contre la haine sur Internet, mais de promouvoir l'amour sur Internet. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut aller. Les discours de haine, bien entendu, à la marge, il faudra faire quelque chose pour essayer de s'en protéger, mais c'est pas vraiment là qu'est le problème. Le vrai problème aujourd'hui, c'est comment utiliser Internet pour diffuser une parole de. Alors ensuite, j'ai été frappé par la ressemblance entre les propositions de Marseille et de Nantes. Alors Marseille et Nantes discutaient de problèmes un peu différents, mais Marseille propose de redessiner le rôle des élus, et Nantes propose d'utiliser des outils informatiques pour favoriser le dialogue citoyen. Et on a l'impression que redessiner le rôle des élus et développer le dialogue citoyen, ce sont deux idées différentes. Mais en fait, je voudrais insister sur le fait que c'est un peu la même chose. Donc, d'abord, dans la formulation de Marseille, qui était d'améliorer la communication entre les élus et les citoyens,
il me semblait qu'il y avait un présupposé dans la forme même de la phrase, qui est qu'il y a des élus et il y a des citoyens. Et avant de se demander si on peut améliorer la communication entre les uns et les autres, il faut se demander pourquoi il y a des citoyens et pourquoi il y a des élus. Alors, pourquoi il y a des citoyens, c'est un peu, on est tous là, donc on a la réponse simple, mais pourquoi il y a des élus? Et là, la question est beaucoup plus compliquée, me semble-t-il, qui est quelque peu semblée. Alors, mis à part Loïc, on a l'habitude de penser que le fait qu'il y ait des élections nous met dans un régime démocratique, en opposant ensuite des démocraties directes, une célèbre démocratie athénienne qui était ouverte à tous, à condition bien sûr qu'on soit ni esclaves, ni femmes, ni étrangers, et puis une démocratie représentative. Et donc pourquoi est-ce qu'on a ce phénomène de démocratie représentative et pourquoi est-ce qu'on n'a pas une démocratie directe à 60 millions d'habitants ou à 7 milliards de territoires? Et il me semble qu'une des raisons à ça, c'est que quand on a inventé ces institutions, c'est-à-dire à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, on a commencé à les penser, eh bien, on avait des moyens de communication, des canaux de communication qui étaient vraiment très très faibles. C'est-à-dire, on pouvait en gros, chaque citoyen pouvait en gros envoyer un télégramme par an. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est des télégrammes, enfin, peu importe. Donc vous pouviez envoyer 140 caractères par an. C'était le maximum que vous pouviez faire. Et donc forcément, si vous avez des citoyens qui ont une faculté, un canal de communication extrêmement restreint, extrêmement réduit pour communiquer avec la collectivité, ils sont obligés d'utiliser ce qu'en informatique on appelle les algorithmes de compression et de perte. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de résumer leur discours pour qu'ils tiennent en 140 signes, pour qu'ils tiennent en une phrase. Et donc, très certainement, chacun de vous a des opinions très intéressantes sur l'armée, la diplomatie, la police, la justice, la santé, l'éducation, le logement, l'économie. Voilà, mais on ne vous demande pas ça, parce qu'il n'y a pas la place dans le canal pour vous écouter. On vous demande de résumer ça, et en gros, vous avez la possibilité de dire je suis d'accord avec X ou je suis d'accord avec Y. Sur toutes ces questions, nous sommes entièrement d'accord, je vote pour X ou je vote pour Y. Cette possibilité vous est donnée encore pendant 2 minutes. Elle donne encore pour 2 minutes, j'ai besoin de beaucoup moins. Et donc, je crois que s'il y a aujourd'hui une allergie à la représentation que soulignait Loïc, c'est beaucoup parce qu'on se dit, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à ma place, alors que justement, on vient de m'offrir la possibilité de parler moi aussi. Et à une époque où j'avais pas la possibilité de parler, j'étais très content que quelqu'un parle à ma place. J'étais très content que quelqu'un tienne un discours qui ressemblait un peu au mien, même si j'avais l'impression que c'était pas tout à fait ce que j'aurais dit, mais bon, c'était mieux que je pouvais le faire. Mais aujourd'hui, chaque citoyen a la possibilité de parler, et on comprend de moins en moins pourquoi il y en a qui parlent pour d'autres. Et ça nous amène non pas à dire on va recréer une démocratie athénienne avec 7 milliards de terriens, bien sûr on sait que ça ne peut pas marcher, mais ça nous amène à penser que les institutions que nous avons aujourd'hui, eh bien, elles sont obsolètes simplement parce que les canaux de communication ont augmenté de taille et elles ont été conçues pour les petits canaux de communication. Alors j'ai pas de solution miracle, j'ai plein de solutions loufoques. S'il y a plus que 2 minutes, je pourrais vous proposer tout un tas de systèmes institutionnels qui marchent avec des plus gros canaux, mais c'est pas l'idée. Le dernier point sur lequel je voudrais intervenir pendant la minute 30 qui me reste, c'est... Il peut y rester un peu d'impression en France. C'était l'atelier de Nantes qui a réfléchi à la question de ville. Et alors, de la même manière que je me suis demandé est-ce qu'il y a encore des élus, est-ce qu'on a encore besoin d'élus, je me suis demandé est-ce qu'il y a encore des villes. Et est-ce qu'il y a encore besoin d'élus locaux, par exemple, ou est-ce qu'il y a encore besoin d'élus qui ne sont pas locaux. Et pour ça, j'ai fait un petit calcul que vous pouvez faire par vous-même. Il suffit de multiplier 24 par 60, puis de nouveau par 60, puis par 300 000. Et ce que vous obtenez, c'est la distance que parcourt un photon en une journée. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce calcul? Parce que quand on a créé les départements, c'était clair en décembre 1789. Eh bien, en décembre 1789, on a dit qu'il faut donner à la taille du département un truc de 100 km, parce qu'il faut qu'en prenant le moyen le plus rapide pour transmettre de l'information, qui consiste à prendre un bit d'information, à mettre sur un cheval, à lancer le cheval au galop, faire le chef-lieu, eh bien, il faut que ce bit d'information arrive au chef-lieu en moins d'1 jour. Aujourd'hui, si on remplace le cheval par une fibre optique, eh bien, on s'aperçoit que la taille des départements devrait être de 26 milliards de kilomètres. Alors, si vous pensez, là j'ai supposé que les photons qui vont dans la fibre optique à la même vitesse que dans le vide, mais bon, c'est un peu moins, mais bon, c'est la même fibre optique. Et alors là, je me suis dit, mais est-ce que ma ville a de l'importance? Est-ce que, pour moi, ce qui est important, c'est d'habiter le 15e arrondissement, j'habite pas le 15e arrondissement, je vous rassure, est-ce que c'est d'habiter le 15e arrondissement, au 16e ou le 14e?
Ou est-ce que finalement, il m'arrive des fois de me réveiller le matin, je ne sais plus dans quelle ville je suis, et parce que, quelle que soit la ville où je suis, bah, je vais travailler, je vais acheter, je vais participer à des discussions qui ont lieu dans un monde sans géométrie. Un monde sans géométrie, c'est un monde où la distance entre deux points choisis, deux points quelconques du monde, c'est tout le temps zéro. C'est-à-dire, tout est instantané, et finalement, mon voisin de palier, je le connais extrêmement peu, et je connais beaucoup plus des collègues qui habitent à Tokyo, qui habitent à Pékin, avec qui je travaille tous les jours. Et donc, est-ce que cette question de la Smart City, est-ce qu'il y a pas un mot qui n'a pas de sens? C'est City.